Bien, bonjour à tous. Vous êtes très nombreux ce soir. Nous allons commencer à l'heure pour finir à l'heure, hein, comme promis, comme prévu. Mais nous prendrons le temps de publier vos remarques ainsi que vos questions. Merci Guy Groux d'être avec nous, d'avoir répondu à l'invitation de la revue Cadre. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à Sciences Po, précisément au centre de recherche au CEVIPOF, et vous êtes responsable également scientifique pédagogique de l'exécutive master dialogue social et stratégie d'entreprise. C'est ce sujet-là qui nous intéresse ce soir. Vous êtes donc là bien placé pour nous parler du rôle et de la place des syndicats, du rôle de la place des partenaires sociaux, je dirais plus largement de la fabrique de l'intérêt général, mais aussi de la difficulté à faire vivre les acteurs locaux, l'ensemble des partenaires dans la société civile, la difficulté à tenir compte des usages et des réalités sociales dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Et puis, vous êtes bien placé, Guy Groux, pour nous parler du modèle social, de régulation sociale. On se disait dans l'interview que vous avez publiée dans la revue Cadre que c'est un modèle tout à fait, non pas hybride, mais profondément inachevé. C'est une histoire qui est longue, un modèle ambigu. Vous nous rappellerez ses formes et ses déformations. Un modèle qui est coincé entre un État omniprésent et puis souvent prescripteur de façon descendante, et puis un corps social à la fois organisé ou pas du tout. Donc tout à fait intéressant à étudier. On le voit, en tout cas on le vit aujourd'hui à vif dans la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences. Peut-être qu'on y reviendra après votre exposé. Je voudrais également renvoyer à un très bel ouvrage que vous venez de co-publier, qui s'intitule « Le social et le politique », un livre que je trouve solide, écrit à plusieurs voix, avec Richard Robert et Martial Foucault du CEVIPOF. Voilà, Guy, je vous laisse la parole. Nous pouvons mettre en ligne votre exposé. Je salue les participants de ce chat. Et nous n'oublions pas de lire vos questions. Et après l'exposé de Guy, nous aurons un temps promis d'échange avec lui. Et allons-y. Merci Guy. Merci Laurent. D'abord pour cette introduction et aussi je remercie la revue Cadre de m'inviter à ce débat. Alors effectivement, ce soir, je voudrais plutôt faire un cadrage général sur une question qui m'apparaît tout à fait centrale aujourd'hui en France depuis quelques années. C'est l'inversion de la hiérarchie des normes qui impacte profondément aujourd'hui l'entreprise. Bien sûr, l'inversion de la hiérarchie des normes concerne à un niveau très concret, par le biais du dialogue social, le travail, les organisations du travail, les conditions de travail et d'emploi, mais elle renvoie aussi au rapport du syndicalisme au droit, aux politiques et à la démocratie participative, et c'est ce sur quoi j'insisterai ici, car j'aimerais effectivement examiner les diverses péripéties qui se sont produites dans le mouvement syndical au cours des toutes dernières années, avec les tendances, bien sûr, que cela comporte aujourd'hui. Alors, avant tout, quelques rappels. Je pense que la plupart des assistants, que je remercie aussi d'être présents, le savent, mais il vaut mieux parfois rappeler des choses évidentes. L'inversion de la hiérarchie des normes, avec les lois Larcher et les divers dispositifs adoptés ensuite sous la tutelle d'El Khomri, de Macron et de Pénicaud, a eu pour effet de bouleverser profondément les rapports traditionnels qui s'étaient établis au début de ce siècle entre les partenaires sociaux et le législateur, mais aussi d'instituer une autonomie accrue de la négociation d'entreprise face aux droits et donc face aux politiques. Tout ceci est bien connu. Pour traiter de ces questions, je le ferai bien sûr parfois à grands coups de hache, quitte à revenir de façon plus détaillée dans le débat. Je vais le faire en 3 points. Un premier point historique qui donnera lieu à une remise en perspective qui, au regard des problèmes posés, m'apparaît nécessaire ici. Un second point qui traitera de la situation et des ruptures actuelles. Enfin,
un troisième point qui portera sur les conséquences de ces ruptures pour les salariés et l'action syndicale aujourd'hui et peut-être un peu pour demain. Alors tout d'abord, au départ, pourquoi introduire mon exposé par un point historique? Parce que pour certains acteurs syndicaux et certaines forces politiques, la mise en œuvre récente de l'inversion de la hiérarchie des normes a suscité et suscite toujours de nombreuses oppositions au nom d'un principe central profondément ancré dans la culture historique, sociale, syndicale et politique française, le principe de l'intérêt général. De façon plus concrète, la référence ici à ce principe est d'autant plus active qu'elle renvoie à ce que fut dans le passé et ce que demeure encore à certains égards le rapport entre les syndicats, l'intérêt général, mais aussi l'État, ce rapport constituant, il faut le souligner, l'une des grandes caractéristiques du modèle social français, à contrario d'autres modèles, comme le modèle anglo-saxon par exemple. Aussi, un détour historique est ici nécessaire si l'on veut mieux saisir les débats et les polémiques et les controverses actuelles, mais surtout, et c'est ce qui m'importe ici, si l'on veut mesurer la portée réelle de ces controverses, voire leur pertinence, au sein d'une société qui a beaucoup changé, qui est devenue de plus en plus éclatée, qui est sujette à des transitions majeures et durables, comme la transition écologique ou la transition numérique, sur lesquelles je reviendrai bien sûr. Dans les années récentes, en 2017 et 2016, d'importantes mobilisations, on s'en rappelle, se sont opposées aux réformes du Code du travail, qui donnaient lieu donc à une inversion de la hiérarchie des normes, et ce faisant à la primauté donnée sur certains sujets à l'accord d'entreprise. Pour les syndicats ici concernés, ces réformes constituaient une menace à l'égard de l'intérêt général, parce qu'à leurs yeux, elles étaient et restent porteuses de trois conséquences majeures. Elles accentuent les disparités conventionnelles entre les entreprises, elles impliquent des normes de plus en plus locales et éclatées, et enfin, toujours selon ces syndicats, elles creusent les inégalités parmi les salariés eux-mêmes. Ces arguments renvoient à un vrai débat. Un débat qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'il s'enracine, comme je l'ai dit, dans une tradition marquée par un rapport intime des syndicats à l'État et à l'intérêt général, c'est-à-dire au fond et quelque part dans la mémoire et de ce qui fonde une part de l'identité du syndicalisme français. À l'origine ou à la naissance de cette tradition, on trouve en effet un héritage très particulier issu de la Libération, ça n'était pas vrai avant-guerre. Il s'agit de l'héritage du CNR, qui était pour rappel l'organe central de la résistance, dirigé au départ par Jean Moulin, et composé de forces politiques diverses, et aussi, et voire surtout, pour ce qui nous intéresse ici, par les syndicats interdits dès octobre 1940 par Vichy, à savoir la CGT réunifiée et la CFTC, qui étaient d'ailleurs à l'époque les deux seules organisations syndicales. Dans les faits, l'héritage du CNR s'est incarné dans la publication d'un ambitieux rapport programme économique et social, un programme intitulé « Les jours heureux », et qui reposait à propos de l'entreprise et de la négociation collective sur un objectif majeur. Face à la défection du patronat durant l'occupation et face aux impératifs liés à la reconstruction d'un pays complètement ruiné et défait, il fallait donner à l'État et aux législateurs un rôle central de direction, de contrôle et d'encadrement des rapports contractuels, du dialogue social et de l'action des partenaires sociaux. En d'autres termes, les régulations politiques et juridiques produites par le pouvoir politique s'imposaient de façon massive au rapport entre les partenaires sociaux, notamment dans l'entreprise. Ce fut là encore, l'un des aspects dominants de l'exception française comparée à beaucoup d'autres pays, ce qui explique d'ailleurs sa permanence durant plus d'un demi-siècle, en dépit des divers régimes de droite et de gauche qui se sont succédés dans cette période.
Mais au-delà de ce principe général et politique, qui a modelé en profondeur la société française, l'opposition de certains syndicats à l'inversion de la hiérarchie des normes est aujourd'hui encore d'autant plus manifeste que, durant de longues années, les syndicats étaient eux-mêmes directement partie prenante de l'intérêt général pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que sur la longue durée, les revendications syndicales ont très souvent été à l'origine ou ont inspiré de nouveaux droits, des lois nouvelles ou encore les principales évolutions du droit dans des domaines essentiels concernant la protection des salariés ou leurs conditions d'emploi et de travail. Dans ce cadre, et pour reprendre des exemples bien connus de cette maison, de la CFDT, je peux tout simplement rappeler, comme cela, pour simple mémoire, la création de la SSE, section syndicale d'entreprise en 68, les 35 heures, au tournant des années 90, l'obligation annuelle de négocier dans l'entreprise, formulée au début des années 80. Il s'agissait là, tout simplement, au départ, de pures revendications qui, effectivement, sont devenues par la suite des lois. Entre revendications et promulgation donc, de nouvelles lois, de lois communes, il a existé, en l'occurrence, un lien très étroit. En outre, les syndicats eux-mêmes ont pu participer très directement et comme acteurs cette fois, et pas simplement par l'expression d'une revendication ou d'une contestation. Les syndicats eux-mêmes donc ont pu participer très directement à la production ou à la gestion de l'intérêt général, grâce notamment aux prérogatives que dans la droite ligne du CNR, l'État leur avait concédées durant les 30 Glorieuses, mais aussi beaucoup plus tard en matière de planification de l'économie, par exemple, cette ardente obligation selon De Gaulle, en matière d'intervention dans le champ de la protection sociale, le fameux paritarisme et la sécurité sociale, ou par leur présence, leur action et leurs propositions dans cette assemblée particulière qui était le Conseil économique et social, le troisième grand parlement après l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces divers aspects ont été profondément bouleversés durant les années 80-2000. D'où mon second point qui portera sur les évolutions et les ruptures actuelles qui ont d'ailleurs fait l'objet de très nombreux travaux scientifiques qui ont d'ailleurs souvent été publiés bien avant que les acteurs institutionnels, sociaux et politiques se penchent réellement sur ces évolutions et ces ruptures. Bien sûr, il ne s'agit pas pour moi de m'étendre sur les travaux dirigés par des auteurs éminents, français ou étrangers, importants. On pense à l'étranger, à Klaus Luhmann, à Offray, à Pioré, et en France, Rosan Vallon, ou Algan ou Gaucher, pour n'en citer que quelques-uns, j'en oublie beaucoup et pas des moindres. Mais je voudrais rappeler que ces travaux ont su et ont pu éclairer certaines ruptures fondamentales dans la société française, mais aussi dans d'autres sociétés, à propos de transformations qui interpellaient très directement le syndicalisme. Tout d'abord, et au niveau politique et sociétal. C'est dès les années 80 que l'État se trouve confronté à un fait marquant qu'ont montré beaucoup d'enquêtes de l'époque, c'est-à-dire le passage de sociétés plutôt intégrées à des sociétés de plus en plus éclatées, ce phénomène apparaissant alors dans la plupart des grands pays occidentaux. À l'évidence, cette transformation globale de la société allait avoir des effets conséquents, parfois redoutables, sur la relation entre l'État et les syndicats telle qu'elle s'était instituée dans l'après-guerre à l'époque des 30 Glorieuses. Au niveau social, c'est aussi dès les années 70-80 que les travaux du MIT ou de Harvard notamment, et entre autres institutions universitaires, insistent vraiment très tôt sur le développement rapide de ce que l'on nommait alors le travail divisé, qui renvoyait déjà à une fragmentation accrue du travail et des marchés du travail dans les pays capitalistes. Inutile de préciser qu'avec le temps, les phénomènes et les évolutions observées à l'époque n'ont cessé de s'approfondir avec les formes alternatives au salariat, la multiplication des précarités et des statuts d'emploi, tant et si bien qu'aujourd'hui, certains auteurs n'hésitent pas de parler à l'occasion de l'essor d'un post-salariat, notion peut-être discutable, mais dont elle a une certaine consistance au regard des effets que nous connaissons aujourd'hui sur le marché du travail. De ces deux ruptures sociétales, un premier constat donc se dégage.
d'une part, un État de plus en plus confronté à une société éclatée, et d'autre part, des syndicats qui demeurent, quant à eux, et plus que jamais confrontés à un marché du travail de plus en plus éclaté également. Il s'agit là d'évolutions qui montrent bien l'ampleur des transformations non seulement de la société, mais de ses effets sur l'action syndicale qui nous intéresse ici en premier lieu. À ces deux ruptures centrales s'ajoute un autre aspect mis en relief à compter des années 2000. Il s'agit de la crise de la représentation démocratique, ce qui a en outre conduit à un contexte de défiance généralisée qui, sur le terrain, s'est notamment exprimé récemment et avec force au travers de diverses luttes. On peut penser ici au mouvement des Gilets jaunes, mais bien sûr pas seulement. De tout ceci, et dès lors, une question se pose. Dans ce contexte de société éclatée et de crise des institutions politiques, quid de l'intérêt général, quid de la loi commune? C'est là où j'aborderai mon troisième point sur la situation actuelle et les tendances qui s'en dégagent. En effet, dans une société éclatée, la loi commune ne peut être que l'objet de multiples dérogations, par définition, ou sujette à la création de multiples régimes particuliers qui, dans les faits, distendent le lien social et qui, surtout, sont contraires ou vont à l'encontre du principe de l'intérêt général ou de celui de la loi commune, un principe dont le fondement repose à l'origine sur l'égalité de tous devant la loi. Il s'agit là d'ailleurs d'un paradoxe qui travaille en profondeur la société française depuis plus de 2 décennies et qui explique effectivement beaucoup de tensions qui la parcourent. Par contre, face à la crise de la représentation et des institutions politiques ou démocratiques, on assiste, et c'est intéressant de le noter, sur un plan global, certes à une forme de résignation d'un très grand nombre de salariés, mais aussi en parallèle, et de façon plus positive, à une affirmation accrue de la société civile, voire à un renouveau démocratique qui ne passe plus forcément par les partis politiques, souvent frappés d'impuissance, mais qui passe par l'essor d'expressions de plus en plus directes, qu'il s'agisse de la démocratie locale ou de la démocratie participative, appliquée à des thèmes ou à des enjeux divers, comme l'écologie, les territoires et surtout, je dis bien surtout, l'entreprise. Pourquoi surtout l'entreprise, indépendamment bien sûr du débat que nous avons en ce moment sur l'action syndicale? Bien parce que je crois qu'il faut noter une chose. Pour une raison toute simple d'abord. On nous parle beaucoup d'exigences démocratiques nouvelles, comme si que cela était une tendance nouvelle également. Mais l'exigence de plus de démocratie marque en profondeur l'action syndicale, et ceci depuis très longtemps. C'est du monde du travail que sont nées en effet les toutes premières revendications de démocratie directe, puisque celles-ci sont apparues dès le XIXe siècle et s'est développée tout au long du XXe siècle, au nom de ce que l'on nomme parfois la démocratie sociale. On peut rappeler comme cela très brièvement Proudhon, le XIXe siècle, l'influence de sa théorie sur la mutualisation, les coopérations, les nouvelles formes de solidarité, et qui a surtout su influencer la première CGT et la charte d'Amiens, qui prônait le pouvoir d'atelier, qui s'opposait radicalement à la démocratie politique et représentative. On peut aussi, pour faire un grand bond dans l'histoire, je m'en excuse, rappeler les revendications de pouvoir et autogestionnaires qui ont été portées dans l'après-68 par certaines organisations syndicales, dont la CFDT, et qui effectivement, là aussi, mettaient en cause tout ce qui relevait de ce qu'on appelait alors la technostructure. Ailleurs, dans d'autres pays, et peut-être sur un mode moins idéologique, il faut aussi rappeler qu'en Europe du Nord, les grandes forces social-démocrates syndicales et politiques revendiquaient la démocratie industrielle. Et en France, on l'a peut-être oublié parce qu'évidemment ça a été une sorte de météore,
on oublie que l'une des principales propositions qui avait été faite à l'époque des lois Auroux en 81-82, c'était de mettre en œuvre dans l'entreprise une citoyenneté d'entreprise. Peut-être à cause effectivement d'une information de plus en plus fournie, de plus en plus dense, de plus en plus rapide, tout ceci a été oublié parce que fondu en quelque sorte, je dirais, dans une espèce de halo ou de nuage de nouvelles qui se répètent incessamment tout en se contredisant, etc., ce qui altère quelque part, bien sûr, la mémoire des acteurs sociaux. Mais je constate une chose, c'est que si ces précédents historiques et syndicaux sont très souvent oubliés, y compris même d'ailleurs dans certains milieux militants, cela n'empêche nullement qu'existe aujourd'hui, et de façon plus pragmatique d'ailleurs comparée au passé, à un certain passé idéologique portant ces notions d'exigence démocratique, donc, existent aujourd'hui des exigences accrues, des demandes accrues quant à la participation des salariés aux décisions de l'entreprise. Il existe de ce point de vue un grand nombre d'enquêtes, parmi lesquelles, je suis dans la maison, je la cite parce que moi-même j'y ai travaillé dessus, la fameuse grande enquête de la CFDT en 2017 sur le travail qui avait été faite sur plusieurs dizaines de milliers, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près 170 000 salariés ou quelque chose comme ça, où il était montré que près, un peu plus même, de 70% des salariés souhaitaient pouvoir avoir une influence beaucoup plus réelle et sensible sur les décisions d'entreprise. Ces données d'enquête, celles de la CFDT comme d'autres enquêtes, étant confirmées par des travaux de chercheurs, comme par exemple le baromètre annuel sur le dialogue social réalisé par le CEVIPOF depuis mai 2018 et dont la troisième vague en 2020 va sortir d'ici à la fin de l'année. Alors pourquoi cette attente des salariés ? À mes yeux, l'une des raisons qui l'explique est, dans une certaine mesure, due au fait que depuis l'année de 2013, la performance de l'entreprise, la performance économique, est placée au cœur même de la décision. Excusez-moi. Depuis l'année 2013, la performance collective qui est au cœur même de la décision économique dans l'entreprise est devenue, avec justement les tentatives de sécuriser l'emploi, l'un des enjeux de la négociation collective. Décision, donc, économique, sur laquelle joue la performance économique. Mais, je dirais, les attentes des salariés en matière de participation aux décisions sont toujours dues, en tous les cas selon moi, à deux autres enjeux essentiels et actuels qui vont profondément transformer l'économie, l'entreprise, mais aussi le travail, les organisations du travail et l'emploi à court et moyen terme. Il s'agit d'une part de l'enjeu écologique, mais aussi de l'enjeu numérique, ce dernier ayant des effets massifs sur le vécu des salariés ou les nouveaux modèles d'organisation du travail, comme le travail à distance, entre autres éléments, mais ce n'est pas, bien sûr, le seul. Or, aujourd'hui dans l'entreprise, de tels enjeux, qui sont apparus assez soudainement au cours des 10 dernières années, en tous les cas de manière massive, de tels enjeux donc génèrent de nouvelles et de lourdes incertitudes face auxquelles les directions et le management demeurent souvent dans l'expectative. Plus clairement, loin de maîtriser les mutations en cours et leurs effets, les directions d'entreprise sont souvent conduites à une certaine impuissance, comme le reconnaissent parfois, lorsqu'ils veulent bien le dire, des DRH, y compris des DRH de grands groupes. Et ce qui est vrai pour les directions l'est tout autant à l'évidence pour les syndicats. Dès lors, on peut penser que ce sont désormais les incertitudes liées aux mutations majeures que connaissent le travail et l'entreprise qui expliquent que la décision dans l'entreprise ne peut plus être unilatérale et qu'elle nécessite des échanges toujours plus conséquents entre les salariés, leurs représentants et les directions. En d'autres termes,
la décision doit être sous bien des aspects co-construite. Il s'agit là, selon moi en tous les cas, d'un enjeu qui implique véritablement une rationalisation optimale de la décision et de son efficacité sociale et économique à partir du moment où elle est vraiment co-construite. Certes, vous pourrez me dire qu'affirmer ceci relève à la fois du constat et du principe. Et certes, il est vrai qu'au-delà même du principe, on voit sur le terrain que rien, de ce point de vue de l'expression des salariés, rien n'est jamais univoque. Dans ce contexte, et pour aborder la fin de mon exposé, j'évoquerai deux tendances qui me semblent aujourd'hui marquantes. Deux tendances qui ne se rencontrent pas forcément. D'une part, une tendance qui est porteuse, si elle se développait, de risques d'éclatement important de l'expression des salariés et de la montée de multiples corporatismes locaux. On insiste ainsi à l'essor à la base, et de façon parfois totalement autonome, de plateformes numériques et collaboratives organisées directement par des salariés, y compris dans de très grandes entreprises, et qui instaurent de nouvelles formes de dialogue social informel et d'expression revendicative, parfois même radicales, qui vont parfois jusqu'à remettre en cause, au niveau local, le rôle des IRP ou le fonctionnement du dialogue social. Mais en parallèle, et de façon plus cohérente, on assiste aussi à l'essor de revendications visant à la mise en œuvre, quelquefois, d'une véritable demande de codécision ou de codétermination dans l'entreprise, comme d'ailleurs cela existe dans de très nombreux pays européens. Ici, cette revendication apparaît d'autant plus justifiée que si l'on prend le seul exemple, entre autres exemples, de la participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance des grandes entreprises, la France reste très en retard par rapport à ce qui se fait dans les pays voisins. 1 ou 2 salariés dans les CA en France, 14%, c'est une statistique qui est donnée, contre un tiers en moyenne pour l'ensemble des pays des Européens, voire 50% en Allemagne. Bien sûr, au-delà de ces nouvelles revendications de pouvoir, qui constituent la codétermination ou l'expression plus ou moins directe des salariés, demeure toujours la question lancinante du rapport entre l'intérêt général et une démocratie sociale qui s'exercerait au niveau local ou dans des relations de proximité. On en revient là au thème de l'inversion de la hiérarchie des normes face à la loi commune, qui n'a pas cessé de constituer le fil rouge de cet exposé. En d'autres termes, la démocratie sociale ne tend-elle pas, lorsqu'elle s'exerce à des niveaux locaux, à contredire de façon parfois manifeste et radicale la notion d'intérêt général? Mais alors, il faudrait aussi, et peut-être en l'occurrence, répondre à une autre question. Comment, dans la plupart des pays européens, la participation locale des salariés aux décisions de leur entreprise coexiste-t-elle à l'intérêt général et plus largement à la cohésion sociale, car à ce que l'on sache, les pays d'Europe du Nord n'ont rien à envier à la France en matière d'intérêt général et de cohésion sociale. C'est une question importante qui nous renvoie effectivement à des références qui se font ailleurs et dont il faut peut-être savoir au moins s'inspirer, sinon les exporter en tant que telles. En résumé, pour conclure, je dirais qu'au fond, on reste aujourd'hui face à l'un des questionnements, dans ce domaine bien sûr, qui apparaissent cruciaux pour situer et saisir l'action syndicale. Aujourd'hui, en effet, l'une des missions essentielles du syndicalisme, compte tenu de la conjoncture actuelle et de toutes les multiples crises des institutions, les multiples faits de défiance, est de favoriser l'expression démocratique des salariés à la base, tout en ne perdant jamais de vue l'intérêt de tous. La gageure existe certes. Et on pourrait, pour conclure, indiquer comme cela 3 ou 4 objectifs. Certains sont déjà en place sur le terrain, même s'ils le sont encore sous une forme balbutiante. D'autres
joue plus sur les institutions, avec tous les problèmes institutionnels que cela peut soulever, mais j'aimerais comme cela rappeler que peut-être que le syndicalisme, entre autres missions, mes propos ne sont nullement exhaustifs ici, et d'œuvrer à l'essor de nouvelles formes de débat, de concertation et de coopération, parfois même inédites, entre toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ça, c'est un premier point qui m'apparaît important. Et je dis bien toutes les parties prenantes de l'entreprise. J'aurai peut-être l'occasion de m'en expliquer de suite. En second lieu, d'impulser de nouvelles solidarités économiques et sociales, notamment au niveau des territoires, même si le niveau des territoires n'est pas, en l'occurrence, le seul niveau où il faut développer ce genre de solidarité économique et sociale. De façon plus institutionnelle, je pense qu'il faut militer, à la suite d'ailleurs des lois Larcher, pour une extension et un approfondissement de l'influence des accords nationaux interprofessionnels sur les évolutions et les réformes du droit. Ceci n'a rien d'éminemment révolutionnaire, toujours si l'on regarde parmi nos amis et pays voisins, puisque ce que l'on appelle la loi négociée est souvent en Europe du Nord une pratique absolument courante, en quelque sorte, de ce qu'il se fait en matière contractuelle. Et enfin, le CESE, ce fameux grand Parlement. Je me demande s'il ne faut pas aussi désormais, d'ailleurs, c'est une vieille utopie qui remonte parfois à plusieurs dizaines d'années, mais je ne vais pas insister là-dessus. Je me demande donc s'il ne faut pas insister aujourd'hui sur la possibilité de réfléchir à la mise en œuvre de modalités permettant de lui offrir plus de légitimité et de disposer d'une majorité qualifiée pour avoir un rôle délibératif et effectif sur les évolutions du Code du travail notamment. Lors d'un discours fait devant le Congrès, je crois que ça a été son dernier discours, Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité d'édifier, d'instituer en France une république contractuelle. C'est peut-être une manière de répondre, une manière comme une autre, à ce vœu que je souhaite qu'il ne reste pas à l'état du vœu pieux. Merci. Merci Guy. Il y a quand même un drôle de paradoxe à vouloir à descendre au plus près de l'acteur et des questions sociales, des réalités du travail, la négociation, la régulation au niveau de l'entreprise, et puis est-ce que les acteurs sont en capacité à la fois de négocier au plus près de l'écoute sociale, des demandes sociales, et en même temps de sortir ces enjeux de l'entreprise, puisqu'ils traversent l'entreprise. Le tout en traversant le débat de l'entreprise elle-même, qui n'est pas une démocratie, mais qui vit en démocratie. Comment est-ce qu'on peut à la fois vouloir inverser les normes et rapprocher la démocratie locale des réalités concrètes, et vouloir en même temps toucher des questions qui traversent la société et qui dépassent bien sûr l'entreprise. Et ça veut dire une articulation de grande qualité entre les IRP, les syndicats et l'ensemble des autres parties prenantes, d'un point de vue territorial et puis vers l'intérêt général. Je trouve que c'est un véritable défi auquel aujourd'hui on n'est pas forcément en capacité de répondre. Et les acteurs que vous connaissez, que vous côtoyez, sont-ils prêts à relever ce défi de cette articulation, plus précisément les tendances syndicales actuelles? Alors bon, c'est vrai qu'on a un syndicalisme qui est parfaitement divisé sur ces questions-là. Disons-le clairement. Alors quand j'ai divisé, c'est pas divisé parce que je sais qu'ici ou là on dit oui, les accords d'entreprise se sont considérablement développés depuis plus de 40 ans. Oui, on est passé de 6 000 accords au milieu des années 80 à aujourd'hui plus de 45 000, voire plus chaque année, etc., etc. Oui, tous les syndicats signent allègrement les accords d'entreprise, etc. Mais une chose nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les accords collectifs qui comptent sont des accords qui se veulent innovants. Innovants parce que dans le contexte de transition écologique, dans le contexte de transition numérique, on ne peut plus réfléchir
les statuts d'emploi, les modes d'organisation du travail, mais ça je pense que vous en traiterez dans les 2 prochaines séances du webinaire, etc., de la même manière qu'on y réfléchissait avant. Et c'est justement cette mobilisation en quelque sorte des ressources intellectuelles, d'expertise et aussi de volonté politique quelque part des syndicats qui peut changer la donne. Alors est-ce que les acteurs peuvent le faire? C'est vrai, il y a un immense travers français. C'est que nos syndicats sont sur le terrain généralement très faibles, très divisés. On n'est pas effectivement dans le système allemand où il y a une organisation. Et dès lors, cette disparité, cette division des syndicats montre de véritables, je dirais, obstacles pour répondre en quelque sorte à votre question, qui est de dire, mais comment finalement lier très directement la démocratie participative au niveau local, dans l'entreprise, etc., à des enjeux plus sociétaux. Et pourtant, je sais que j'avais eu un débat il y a très très longtemps avec un dirigeant de la CFDT, Marcel Grignard, et je me souviens qu'il disait quelque chose de très vrai. Je prends par exemple les enjeux écologiques. Il est bien évident qu'il y a une manière d'importer ces enjeux écologiques, par exemple, après le vote du Parlement européen en mars 2019, je crois, sur le véhicule électrique, donc dans l'industrie automobile, parce que ce vote obligeait en quelque sorte les entreprises automobiles à impliquer dans leur stratégie, et ceci à court terme, la production de plus en plus importante de véhicules électriques, certes, mais aussi d'autres enjeux qui dépassent l'entreprise, tout en y revenant. Et c'est vrai que ces enjeux qui dépassent l'entreprise, c'est bel et bien, évidemment, quelque part, l'État qui peut encore avoir un rôle à jouer. Mais comment peut-il le jouer? Doit-il le jouer simplement en surplomb de tout? Ou revenir finalement à ce qui a quand même existé pendant très longtemps? Et ce n'est pas pour rien si j'évoquais le rôle des syndicats dans les 30 Glorieuses et bien après, au niveau du plan. Au niveau, bien sûr, du paritarisme concernant la protection sociale. Au niveau de toutes les propositions qui sont souvent sociétales aussi, ne l'oublions pas, du CES. Donc il faut retrouver quelque chose qui puisse justement rétablir le rapport des syndicats à l'intérêt général d'un côté, tout en préservant ce besoin immense de demande de proximité et d'expression directe des salariés que nous connaissons à la base. Alors la gageure est particulièrement importante, je le reconnais. Je n'ai forcément pas la réponse. Si je l'avais, je ne serais pas forcément ici à converser de ces problèmes. Mais je crois qu'effectivement, c'est un grand défi, c'est pour ça que je le dis, c'est le grand défi de l'action syndicale dans le XXIe siècle. Les choses ont changé et quand même, il faut en tenir compte. Vous parlez d'action syndicale d'intérêt général, ce n'est pas forcément la culture syndicale de l'ensemble des militants, quelle que soit leur sincérité et leur histoire. Voilà, la France n'en finit plus de chercher une histoire, un rôle serein pour ses corps intermédiaires. Est-ce qu'ils sont dans l'articulation? Est-ce qu'ils sont tenus aux questions professionnelles de travail et d'emploi et des conditions de travail? Est-ce qu'on peut les élargir aux questions plus larges de transition écologique et numérique? Tout ça n'est pas clair, ni pour l'entreprise, ni pour le patronat, ni pour les hommes politiques. Est-ce que vous voyez une sorte de progrès ou d'avancée depuis une dizaine d'années? Ou bien est-ce qu'on maintient ce caractère profondément inachevé de notre modèle social, fait de multiples régulations, de polycentricité? Vous citez Jean-Daniel Reynaud dans un article de la revue, où au fond cet informel va fabriquer de l'intérêt général, de la régulation, en se satisfaisant d'un système qui ne sait pas chercher et qui ne s'est pas choisi. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on fait avec, ou bien est-ce que le débat politique peut avancer? Je vous pose aussi la question par rapport aux étudiants que vous avez. Vous avez des cadres en master exécutif. Qu'est-ce qu'est la demande sociale autour de la qualité de ce modèle social aujourd'hui? Alors, je dirais que, bon, dans une certaine mesure, Jean-Daniel Reynaud a gagné. Il a gagné parce que quand il écrivait ses premiers travaux sur ce qu'il appelait les régulations autonomes face aux régulations politiques ou juridiques,
il notait la chose suivante, c'est que dans les années 70, il y avait moins de 650 accords d'entreprise qui étaient signés par an. Et il disait justement, en s'inspirant de certains cas étrangers, notamment de ce qui se passe en Europe du Nord, qu'il fallait développer les régulations autonomes liées à la négociation collective pour effectivement donner de plus en plus d'autonomie des acteurs. Si je regarde du point de vue simplement comptable, les faits sont là, il a gagné. Par contre, le problème, c'est que nous ne sommes plus du tout dans le même type de société. Nous sommes dans une société extraordinairement éclatée. On ne gère plus aujourd'hui la négociation collective comme on l'a gérée dans les années 70, jusqu'au milieu des années 70, alors même que le marché du travail était relativement stable et stabilisé, et que le travail était généralement fortement intégré à l'entreprise. J'ai évoqué le travail éclaté. Et du coup, c'est vrai que ce travail éclaté empêche, je dirais, une vision homogène du monde du travail, ce qui explique une multitude d'attentes, de revendications, etc., totalement disparates entre les catégories de salariés eux-mêmes ou d'actifs. Et puis d'un autre côté, le besoin de dire non. On ne peut pas non plus s'en tenir là. Il faut que quelque part, dans certains domaines, se dégagent en quelque sorte des lignes beaucoup plus générales. Ces lignes générales, je crois que c'est là aujourd'hui la gageure centrale qu'il faut rechercher. Alors bien sûr, on peut avoir la réponse très simple. Remettons la loi au-dessus de tout et faisons comme avant. Mais on ne va pas insister longtemps pour dire que cette ligne-là n'a pas beaucoup d'avenir devant elle, dans la mesure où on risquerait de retrouver ce que je disais tout à l'heure, une loi qui se dirait commune, appliquée à des systèmes de travail ou des statuts tellement différents qu'elle démultiplierait les dérogations, ce qui aboutirait exactement au contraire de l'intention qu'ont voulu les acteurs. C'est ce que certains sociologues ont appelé les effets pervers, et je crois que là on a un bel exemple d'effet pervers. Oui, tout à fait. On a deux remarques. La première sur la question du travail, qui est par rapport à l'époque de Jean-Daniel Reynaud et des prémices de la démocratie sociale locale. C'est qu'aujourd'hui, le travail engage d'autant plus la personne, le sujet au travail. On parle de subjectivisation du travail, de plus en plus parcellisé, tout en engageant de plus en plus l'individu lui-même et l'ensemble de sa vie. Donc ça pose des vraies questions profondes de régulation plus collective. Et puis, il y a une autre remarque autour du CSE, du Conseil, qui est nouvellement créé. Est-ce que vous avez un avis sur ce... Est-ce que le CSE est-il en capacité de jouer cette articulation entre intérêt général et intérêt particulier, pour faire une question un peu vaste? Le CSE, si vous voulez, là ça m'apparaît effectivement important. Aujourd'hui, quand on regarde attentivement la mise en place de tous les accords collectifs, les négociations ou les décisions mettant en place le CSE, c'est vrai, on a beaucoup et souvent dit que les syndicats s'étaient souvent maintenus dans la mise en place des négociations concernant les CSE à des revendications concernant surtout les moyens, et pas forcément les missions, et encore moins, grosso modo, ce que pouvait potentiellement devenir le CSE. Parce que là aussi, dans le CSE, on oublie de dire souvent une chose, c'est que le CSE, sur certains domaines, peut se transformer, avec l'accord de tous les partenaires sociaux dans l'entreprise, en une instance de codécision. Ce n'est pas la cogestion à l'allemande, mais c'est déjà un grand pas avancé. Un grand pas avancé, d'autant que le CSE, il y a quand même quelque chose d'intéressant, qui nous renvoie en quelque sorte à des phénomènes beaucoup plus globaux que les intérêts locaux au niveau de l'entreprise. Dire conseil social et économique, ça veut dire que je ne m'intéresse pas seulement dans l'entreprise au social, qui renvoie souvent à une pratique redistributive, mais aussi à l'économie, qui renvoie à quelque chose de beaucoup plus global, de plus global pour l'entreprise et les stratégies qu'elle développe,
mais aussi certainement, parce qu'une entreprise n'est jamais isolée dans un territoire donné, quelque chose à d'autres niveaux, comme le territoire ou autre. Donc je me dis que là, il y a quelque chose, il y a un pas de fait. Il est encore balbutiant, mais bon, les sections syndicales d'entreprise, elles ont été mises en place en décembre 68. Et il a fallu quelques années quand même avant qu'elles deviennent véritablement effectives. Il a fallu même tellement d'années qu'au fond, moi je me souviens, je les ai beaucoup lus, beaucoup travaillés, etc., les fameux débats qu'il y avait au Conseil économique et social, où la CFTC d'abord et la CFDT demandaient l'implantation des sections syndicales avec une forte neutralité, voire une réserve et parfois une hostilité de la CGT et de FO, et une opposition radicale, et on le comprend, du patronat. Cette mesure concernant l'implantation des sections syndicales dans l'entreprise, elle a été en décembre 68. Je ne sais pas si on s'imagine d'ailleurs. Il a fallu un mouvement comme mai 68 pour que les syndicats puissent être dans l'entreprise, alors que c'était le cas dans beaucoup de pays ailleurs, en Europe, même aux États-Unis. Alors, mais quand on regarde effectivement le travail fait par les sections syndicales d'entreprise, ça a été lent. C'était tellement long, non, qu'à la fin des années 70, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, on comptait moins de 700 accords d'entreprise par an. Ce n'est qu'à la suite que les choses se sont développées, notamment sous l'impulsion, bien sûr, et ça il faut le reconnaître, du législateur. Et c'est un peu aussi une contradiction qui existe en France. Nous avons un syndicalisme faible, qui ne peut pas imposer tout ce qu'il souhaite imposer, notamment au niveau de l'entreprise. Et il a besoin de cette vieille béquille que constitua pendant très longtemps l'État, pour essayer de compenser sa faiblesse précisément face à un rapport de force défavorable qui était dans l'entreprise, celui qui l'opposait au patronat. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans d'autres données, et surtout, enfin ça je le répète, je le rappelle, toutes les enquêtes d'entreprise très sérieuses nous montrent que face aux enjeux principaux, que ce soit performance économique, que ce soit numérique, que ce soit écologie, les directions d'entreprise n'ont certainement pas toutes les réponses, sont loin d'avoir toutes les réponses, et effectivement savent elles-mêmes en leur fort intérieur qu'elles ont besoin, pour avoir une véritable rationalisation optimale de la décision, du concours de toutes les parties prenantes. Alors c'est vrai que de ce côté, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à réfléchir à ces questions. Quand je dis commence, depuis 4-5 ans. Avec la possibilité du conseil d'entreprise qui est plus large que le CSE, qui est plus engageant pour les parties prenantes. Un internaute fait bien de le rappeler. Et puis au-delà de l'entreprise, je pense au pacte de pouvoir de vivre qu'a présenté la CFDT il y a plus d'un an, avec de multiples parties prenantes, pour le coup, aux sociétés, qui on a l'impression que cela représente, cela porte la demande sociale des transitions écologiques, numériques que vous avez évoquées. Alors comment est-ce que ça peut s'articuler avec un dialogue social dans l'entreprise? Encore une fois, on a vraiment un problème de corps intermédiaire entre cet intérêt général qui est porté par un mouvement social et le débat en entreprise. C'est toute la difficulté de la qualité des acteurs, en tout cas. Oui, merci de rappeler cela, parce qu'effectivement, c'est important. Le pacte du pouvoir de vivre, il était intéressant. Pourquoi? Parce qu'on ne parlait plus simplement de pouvoir d'achat. Ça allait bien au-delà. La vie, ce n'est pas simplement acheter, consommer, être salarié. Et rappelons quand même qu'après ce pacte du pouvoir de vivre, il y a eu effectivement la grande plateforme qui a été montée avec des associations, c'est la Fondation Nicolas Hulot, l'Abbé Pierre, ATD Carmonde, etc., où là, effectivement, on a posé directement les enjeux sociaux, écologiques, et donc finalement et nécessairement sociétales. Mais là, je pense qu'on a affaire non pas à des scènes totalement séparées dans l'espace social, mais des scènes où il est possible de retrouver des traits de continuité. Mais là, incontestablement, c'est l'effort que doivent faire aujourd'hui les organisations syndicales. Et bien sûr, et pour ce faire, mobiliser les ressources intellectuelles, d'expertise, etc., nécessaires à amener cette continuité. Après tout, si on prend le bon vieux temps, la charte d'Amiens,
Que nous disait la charte d'Amiens? Elle parlait de première besogne, où il fallait satisfaire les besoins élémentaires des salariés. Et Dieu sait si à l'époque, les salariés avaient beaucoup de besoins élémentaires. Et à côté, elle imaginait un projet de société qui reposait d'ailleurs sur le modèle syndical, avec la notion de démocratie sociale, qui était d'ailleurs relayée parfois par certains hommes politiques éminents. Je pense à Jean Jaurès. Jean Jaurès, que disait-il à cette même époque? Il n'était pas du tout du côté de la charte d'Amiens, mais il disait que la démocratie sociale, ce sera l'aboutissement ultime de la démocratie politique. Donc, il y avait à l'époque, je dirais, effectivement, des espèces d'interconnexions, de réseaux, etc., même si on ne parlait pas ainsi, bien sûr, qui effectivement permettaient de penser le bas pour aussi essayer d'atteindre le haut. Aujourd'hui, alors, peut-être que les syndicats, d'une manière générale, parce qu'il y a eu la crise économique, parce qu'il y a un chômage massif, parce qu'aujourd'hui il y a cette crise de la pandémie, parce qu'aujourd'hui il y a ces interpellations majeures avec l'écologie et le numérique, parce qu'aujourd'hui la situation internationale dans les grands groupes pour les grands groupes est devenue tellement effectivement incertaine que beaucoup de questions, de questionnements, de bouleversements apparaissent. Bon, la situation syndicale est donc beaucoup plus difficile. Ce n'est pas forcément une raison pour démissionner. À l'autre extrême du pacte de pouvoir de vivre, les gilets jaunes que vous dites, vous citez comme c'est le nec plus ultra de la dissolution des repères possibles, et c'est tellement difficile aujourd'hui d'incarner la demande sociale. Donc les gilets jaunes, c'est un petit peu la charte d'Amiens d'hier, avec une revendication très, très basique sur la besogne. Et après ça, comment faire monter cette demande sociale vers de la régulation qui soit plus haute, sur des sujets plus consensuels, ou un mode de régulation plus serein en tout cas? Alors là, la charte d'Amiens, je dirais non. Pourquoi? Parce que la charte d'Amiens, c'était fait par la première CGT, donc avant 14. Et elle disait une simple chose. La société produit des richesses que parce que cette richesse est produite par les ateliers et les métiers, les corporations, les ouvriers. Et le principe de la charte d'Amiens avec la grève générale, c'était très simple. On arrête, grâce à la grève générale illimitée, le travail. Dans 6 mois, toutes les entreprises s'écroulent parce que les seuls à pouvoir les faire marcher, ce sont ces fameux ouvriers de métier. Et dans l'économie mi-industrielle, artisanale, etc. de l'époque, la charte d'Amiens se reposait, voyez-vous ce que je veux dire, sur un élément central d'un point de vue économique qui pouvait être pertinent ou moins pertinent selon les régions, les cas, mais il y avait une réalité. Les Gilets jaunes rejettent, comme la charte d'Amiens, la totalité des pouvoirs politiques, représentatifs, parlementaires et même syndicaux, ce que faisait naturellement pas la charte d'Amiens, mais comment peuvent-ils construire une société à partir de seuls éléments concernant une demande très forte d'expression directe ou de RIC, etc., etc. Je pense qu'un mouvement social a une véritable réalité à la fois sociologique, politique, voire historique, que si elle se fonde aussi sur des actions en pratique dans la société et sur quelque chose qui renvoie, qu'on le veuille ou non, à des éléments qui peuvent assurer une certaine cohésion sociale par plus de justice sociale, et donc nécessairement, dès que je parle de justice sociale, par des éléments qui relèvent de la production de richesses et de la redistribution de ces richesses. C'est tout le débat qui était apparu il y a une vingtaine d'années sur le fameux socialisme de production. Alors aujourd'hui revient la question du syndicalisme confédéré, je cite une remarque, et qui est une histoire ancienne, et en même temps c'est une réponse assez pertinente, confédérée, parce qu'il y a articulation entre le territoire et le professionnel, articulation entre le local et le national et l'intérêt général. On le voit aujourd'hui dans la gestion des conséquences sociales et économiques de la crise, quand il faut parler télétravail, quand il faut parler chômage partiel, quand il faut parler stress des conditions d'emploi aujourd'hui. Donc le syndicalisme confédéré est une idée ancienne,
mais qui a tout à fait sa modernité. Et dernière question, merci de conclure autour de l'idée d'une social-démocratie à la française. La France peut-elle devenir une social-démocratie, à défaut d'avoir une démocratie sociale tout à fait achevée? Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Question extrêmement difficile, pour une simple et bonne raison. Vous avez 30 secondes. J'ai 30 secondes, donc ce sera plus facile pour répondre aux questions difficiles, il vaut mieux y répondre de façon très brève. Non, mais je veux dire, c'est très simple. La social-démocratie, en général en Europe, et en France aussi, son repère, c'était l'État-providence. La social-démocratie n'a eu d'existence que par rapport à l'État-providence. Et cette notion keynésienne d'État-providence était tellement hégémonique que même les partis de droite, durant les Trente Glorieuses et même un peu après, faisaient de l'État-providence, ne niaient pas la notion d'État-providence. Je crois, si ma mémoire est bonne, que Richard Nixon lui-même disait en 1970 « Je ne vois pas comment me dispenser de l'État-providence ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait une social-démocratie qui s'appuyait sur une notion et une pratique très forte d'État-providence et qui était parfaitement hégémonique au niveau politique, en tous les cas dans tous les pays occidentaux. Aujourd'hui, l'État-providence est en crise totale. Ne serait-ce que parce qu'il y a une crise budgétaire qui ne lui permet plus de faire face aux besoins auxquels il faisait face au cours des Trente Glorieuses. Parce qu'à l'époque, il y avait 6-7% de croissance, il y avait un développement qui concernait l'emploi, il y avait le plein emploi, etc., etc. Or, la social-démocratie, son grand problème, effectivement, c'est cela. Elle s'est idéologiquement, politiquement, historiquement appuyée sur la notion d'État-providence. Et aujourd'hui, au vu de ce qui est resté l'État-providence, il est difficile de concevoir la reproduction à l'identique de la social-démocratie. Par contre, je crois qu'incontestablement, s'il y a une vertu ou une source d'inspiration à la social-démocratie, c'est effectivement de mieux penser ce qui apparaît aujourd'hui manifeste et capital dans le monde des salariats. C'est-à-dire, laissez-nous nous occuper aussi de nos problèmes lorsque nous pouvons le faire. Je parlerai presque là peut-être de subsidiarité. Et puis à côté, évidemment, sur des problèmes qui dépassent très largement l'entreprise, que ce soit l'écologie ou autre. Faire en sorte qu'effectivement, il puisse y avoir une institution, notamment politique entre autres, mais pas seulement, qui puisse prendre en charge cela. Bien, Guy Groult, merci pour cet exposé clair. Les internautes recevront le document et cette intervention est rediffusable en ligne. Merci. L'action syndicale dans une société éclatée, je trouve, est bien difficile et bien exigeante. Donc, saluons les acteurs et l'ensemble des militants qui nous suivent ce soir.